Bonsoir Christian, merci d'être avec nous donc, pour cette 12e édition du Festival européen du film fantastique de Strasbourg. Tu nous rejoins pour la projection en compétition internationale d'un film qui s'appelle The Room. Alors, International en France. oui, c'est ça. C'est un film français, franco-belge-luxembourgeois. Franco-belge luxembourgeois, effectivement, tourné en anglais. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des conditions dans lesquelles le film se fait? Parce que je crois que le film, enfin, tel que je le comprends, il est supposé se dérouler aux États-Unis. Mais le Oui. tournage s'est entièrement déroulé au Luxembourg, c'est ça? En fait, à la base, alors moi j'ai passé quelques années aux États-Unis, toutes mes années de lycée en gros. Du coup, j'étais assez marqué par la culture cinématographique, plutôt des années 60, 70, 80. Et j'ai toujours voulu faire un film qui s'adresse à tout le monde et surtout des films de genre. J'ai commencé par un film de science-fiction en animation et puis là, j'avais envie de chercher dans un genre qui est assez vaste finalement. On dit le film de genre, mais ça contient les films policiers, les thrillers fantastiques, le fantastique, la science-fiction. Enfin, ça veut tout et rien dire. Et surtout, en fait, ça m'a permis. J'aime ce type de cinéma parce que ça permet d'explorer certaines facettes humaines qui sont cachées et qui permettent, alors via le monstre ou via la maison hantée, ou de ressortir un peu d'une manière plus cinématographique, plus visuelle. Voilà. Et donc la jeunesse du film, c'était cette volonté de faire un film qui s'adressait à tout le monde. Enfin, qui pouvait voyager en tout cas, parce que je ne voulais pas m'enfermer dans un public que franco-français. Et puis le genre en France est assez mal vu, assez mal vécu. Et souvent, les réalisateurs qui sont confrontés à vouloir faire un film en France ont très peu de moyens, et puis après, le public les boude. Donc je me suis dit, autant essayer tout de suite de faire un film en anglais qui peut passer les frontières plus facilement. Au tout départ, j'avais cette idée, j'ai travaillé au Groupe Ouest, qui est un atelier d'écriture qui se situe en Bretagne, qui est très intéressant. Et c'est lors de cet atelier que j'ai rencontré ma productrice qui s'appelle Yael Fogiel, des films du Poisson, et qui a tout de suite voulu se lancer dans l'aventure. On a écrit quelques synopsis, on s'est mis d'accord, et puis après c'était parti. Donc ça a duré 5 ans quand même. L'anglais n'était pas très clair au départ, en tout cas elle avait peur de l'anglais, mais finalement on a rencontré un producteur canadien qui nous a permis de se dire que c'était viable. Sauf que 3 mois avant le tournage, il a décroché, il nous a dit, parce que les producteurs canadiens, en tout cas anglo-saxons, ne sont pas du tout dans la même prise de risque que les producteurs français. C'est-à-dire que là, il y a un avantage en France, c'est que on y va même s'il nous manque de l'argent. Aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, c'est pas du tout la logique. C'est si on a l'argent, on y va, mais on attend d'avoir l'argent. Et là, le producteur nous faisait traîner, on ne comprenait pas ce qu'il manquait de 300 000 euros, ce qui n'est pas énorme sur un budget de 3 millions. Et il n'a pas voulu y aller, c'est-à-dire que ça l'angoissait de prendre le risque de perdre 300 000 euros, ce que je comprends. Mais en même temps, on sait très bien comment ça fonctionne, il y a des préachats, des achats, après il y a des projections, il faut faire confiance. Et eux, ils ne sont pas du tout dans la confiance, ils sont dans la méfiance, et ils sont dans le libéralisme, c'est-à-dire que tout est devenu mercantile, il n'y a aucune question à avoir sur le contenu, c'est plutôt sur la forme et sur qui fait partie de quoi. Bon, on connaît un peu les problèmes actuels. Et on a eu, grâce aux Belges et aux Luxembourgeois, la possibilité de tourner le film là-bas. Et ça nous a sauvés parce que il nous manquait un peu d'argent en Belgique et les Luxembourgeois ont pris le relais, ce qui fait qu'on a pu tourner dans assez bonnes conditions. Enfin, c'était assez serré, mais c'était bien. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce chemin entre ton premier film, le film d'animation Renaissance, qui était en motion design, je crois? Motion capture. Motion capture, pardon. Et, c'est jamais très clair pour les gens, mais c'est vrai que c'est pas évident à comprendre. et puis The Room, qui pour le coup est un film live action. Alors, le film d'animation, j'avais d'abord une envie visuelle, j'avais envie d'explorer le cinéma noir des années 40,
surtout américain. J'aimais beaucoup Orson Welles, j'aimais beaucoup aussi le cinéma expressionniste allemand. Donc j'avais envie de combiner un peu tout ça et puis le mélanger à du Blade Runner, à la française, et transformer cette ville qui est Paris dans une ville future, ce qui n'est absolument pas du tout l'image qu'elle a. C'est plutôt une image muséale. Et malheureusement, ça a pris 7 ans. Donc ça m'a totalement épuisé. À la fin du film, je me suis dit, bon, bah, si c'est ça le cinéma, j'arrête tout de suite. Et je suis retourné à ma première passion, qui est la peinture. Je me suis enfermé dans un atelier et j'ai commencé à peindre et à me dire que voilà, c'était ma nouvelle vie, que j'abandonnais le cinéma et que la peinture, c'était plus facile. On était tout seul à juger de son travail et qu'il n'y avait finalement aucun intervenant, à part, il fallait quand même vendre à un moment donné, mais il y a toujours quelqu'un qui veut vous acheter une croûte. Sauf que ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Je me suis rendu compte que la peinture, c'était corps et âme, c'est-à-dire qu'il fallait y aller à fond ou pas du tout. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça le dimanche. Ou on peut le faire le dimanche, mais si on veut en faire une carrière, il faut se donner. Et j'ai un peu hésité parce que j'aime être en groupe. En fait, j'aime travailler avec des gens qui nous renvoient la balle. Et je me suis relancé dans l'écriture à ce moment-là, en disant que finalement, j'allais faire peindre du dimanche, mais que j'allais vraiment faire du cinéma parce que ça m'a toujours excité. Et je voulais retourner au live en pensant que ça allait prendre moins de temps, que ça allait être plus efficace à fabriquer. Sauf que ça m'a quand même pris 5 ans. Mais bon, j'essaie de réduire les temps à chaque fois, à chaque nouveau projet. J'essaie d'être plus efficace la prochaine fois. Et donc parmi les synopsis que tu as développés avec ta productrice, il y avait cette histoire de chambre d'abondance. Voilà, exactement. C'est toi qui... Oui, c'était une idée qui me trottait dans la tête, de ce couple qui s'isole dans une maison de campagne et qui veut refaire sa vie, qui stresse à la ville, qui ne trouve pas ses marques et qui se dit qu'ils vont avoir plus de temps pour réfléchir à leur situation, sauf que voilà, on traîne nos casseroles jusque dans la campagne, et la campagne, c'est pas forcément un havre de paix, c'est plutôt un lieu où tout peut ressortir. On sait très bien que dans les petits villages français, il y a plein de meurtres entre les villageois, il y a des gens il y a plein de faits divers complètement incroyables. Et c'est ça qui m'a donné envie de travailler le huis clos, en fait, dans un espace isolé. Et je me suis dit, tiens, le seul moyen de faire apparaître ce que les personnages essayent de cacher, c'est via cette chambre qui va faire apparaître justement tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, tous leurs désirs qui tentent d'étouffer. La maison devient un personnage à part entière du film. Cette maison, vous l'avez trouvée au Luxembourg ? Alors, ça a été compliqué parce que le Luxembourg a rasé absolument tout ce qui est de l'ordre du patrimoine. Je ne sais pas pourquoi, c'est un peu leur obsession. Dès qu'il y a une vieille maison qui a du cachet, soit il la rase, soit il la transforme en quelque chose de contemporain. Donc c'est un peu dommage. Par contre, les Belges ont énormément de choix. Et eux, ils aiment bien la vieille pierre, les briques rouges, etc. Et on a trouvé finalement cette maison, c'est un type qui voulait refaire un palais vénitien à l'identique. Et voilà, il l'a créé au milieu de nulle part. Sauf que on a trouvé cette maison qui n'était pas loin des Flandres, qui ressemble un peu aux États-Unis d'ailleurs, qui pourrait ressembler à la Virginie par endroits. On avait un seul problème, c'est qu'il fallait dépenser de l'argent au Luxembourg. Et donc nos comédiens, on avait trouvé la maison, on a pu tourner tout le rez-de-chaussée et les extérieurs en Belgique. Et quand ils montaient à l'étage, on devait attendre 2 semaines pour tourner la suite, parce qu'on avait construit en studio au Luxembourg le premier étage, qui a permis de continuer les scènes 2 semaines plus tard. Donc c'était assez marrant, il fallait raccorder à la fois l'architecture, la lumière, il y a eu tout un aspect technique pas évident, mais qui était intéressant, parce que du coup on avait à la fois des extérieurs du réel et du studio qui permettent quand même d'être plus à l'aise avec les mouvements de caméra, le déplacement des comédiens. Et puis vu le timing serré de 30 jours de tournage, dans un studio ça va vite, on peut passer d'une pièce à une autre. On a voulu tourner en 360, donc laisser le plus possible d'espace aux comédiens pour pouvoir être libre. Et la maison a une particularité, c'est cette espèce de poumon électrique qui lui donne un côté très organique, très, très, presque SF en fait. Ah ben, c'est totalement SF, surtout, mais c'est une SF un peu archaïque. Je me suis inspiré
du mythe de Tesla, en fait, qui aurait pu inventer des choses que Edison lui aurait volées ou aurait cachées. Et voilà, je me suis dit que Tesla, c'était un bon élément de fantasme. Et voilà, alors l'idée, c'était aussi qu'il ait créé d'autres pièces dans d'autres maisons, peut-être de par le monde. Peut-être dans un 2, il y aurait cette espèce de connexion entre plusieurs chambres, plusieurs univers parallèles. Quand on aborde un sujet comme celui-ci, comme la chambre d'abondance, je pense qu'on prend assez vite le risque de tomber dans une espèce de conte très moraliste, et tu évites vraiment cet écueil-là. Alors, c'était pas évident parce qu'on avait donc effectivement cette envie de travailler sur la société d'abondance dans laquelle on est, et en même temps, pas forcément effectivement être moralisant, parce que ça devient vite fatigant. Même à l'écriture, ça se voit très vite, c'est-à-dire que dès qu'on tombe dans quelque chose où la morale émerge, comme aux États-Unis, souvent dans les films, on se sent un peu piégé, donc il faut trouver des astuces pour s'en libérer. Je pense que c'est venu par l'enfant qui finalement est l'incarnation de tous leurs désirs et qui devient une sorte de menace sous-jacente, un peu sourde, et qui représente la peur primordiale, un peu archaïque. Et c'est ça qui me plaisait là-dedans, c'est que le projet finalement dérive un peu de la critique de la société pour aller vers quelque chose de plus intime. Il a un côté effectivement intime et même plutôt subversif dans son dernier tiers, qui devient carrément oedipien. Oui, alors voilà. Forcément, quand on traite du fantastique, on a tendance à aller chercher dans l'Oedipe, entre autres. Et ça, c'est une chose dont tu t'es rendu compte à l'écriture ou au tournage? Tu t'es dit, tiens, je suis en train de faire quelque chose de vraiment oedipien, le rapport à la mère, le rapport au père. Ouais, j'avais envie d'aller plus loin, mais malheureusement, enfin, pas malheureusement, mais c'est vrai qu'on a eu une première version de montage où c'était beaucoup plus explicite. Okay. Les choses étaient montrées et c'était pas complètement évident d'accepter en tant que spectateur, parce que ce qui est plus intéressant, c'est ce qui peut se produire dans l'imaginaire, donc ce qui est caché, finalement plus intéressant que ce qui est totalement montré, révélé, quoi. Et voilà, il y avait une sorte d'équilibre pas complètement évident à trouver dans le montage. On a fait peut-être une dizaine de films possibles. On s'est retrouvé avec une forme finale qui, malheureusement, a dû s'arrêter à un moment donné, parce que le montage peut être infini. Et les producteurs nous ont dit, maintenant ça suffit, on va s'arrêter là. Voilà, c'est le film qu'on a aujourd'hui. Parce que effectivement, la relation entre l'enfant et le personnage de la mère, entre guillemets, jouée par Olga Kurylenko, était plus explicite dans une version du montage. Tu allais plus loin dans ce rapport? Oui, c'était beaucoup plus trash. Ouais. Ok, d'accord. Et c'est toi-même qui as réussi à te freiner là-dessus, ou c'est les producteurs qui à un moment... C'est un mélange. On a fait des projections tests avec des gens, pas comme aux États-Unis, on met 50 personnes à ça, on a des fiches, mais plutôt avec des amis, des gens qui me connaissent ou d'autres justement qui ne connaissaient rien au travail. Et on a discuté et c'était un choix à un moment donné justement d'être dans la suggestion. Ouais. D'accord. Le film n'en perd pas pour autant de son impact. Voilà. Merci. On te remercie beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions et on souhaite beaucoup une belle carrière au film. Merci. J'espère aussi.